Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, c'est plus la fête d'Imbolc qui évidemment est toujours très en cohérence avec les mouvements astrologiques. Enfin, tout est toujours en train de se répondre d'une manière tellement parfaite que on ne saurait pas dire qui commence. C'est la fameuse question philosophique de qui de l'œuf ou la poule, etc., etc. Mais là, c'est exactement la même chose. Les dynamiques et les énergies et les symboliques sont merveilleusement intriquées. Et intriquées dans une direction, mais que je trouve assez enthousiasmante et formidable. Alors, tu vas te dire, comment elle peut dire ça avec les événements qui sont en train de se passer. Alors je pense à l'actualité en France avec les blocages, les agriculteurs, et les premières difficultés logistiques qui commencent à se faire sentir pour certains. Comment est-ce qu'on peut finalement être en train de penser qu'il y a une dynamique qui est porteuse? Ben oui, mais enfin, l'action vient toujours de quelque part. Hein. L'action et ce qui se passe, c'est la manifestation de quelque chose qui préexiste. Bon, là, en l'occurrence, le sentiment de colère et de révolte qui est activé ici. Mais ce qui se manifeste sous certains angles avec cette dynamique de colère et de révolte, on sent les activations uraniennes dans le monde agricole du taureau, quand même, par ailleurs. On sent le rapprochement de la conjonction de Jupiter qui peut-être va incarner la dynamique de la loi. On va voir comment ça évolue et ce que ça donne au fur et à mesure. Mais de fait, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en mouvement, de se bouger ici sous cet auspice-là. Pendant le temps d'Imbolc, là, vraiment, le temps d'Imbolc. Et Imbolc, c'est une fête Wicca que j'aime beaucoup parce qu'elle a une symbolique qui a vraiment un pouvoir de transformation sur le regard que l'on porte sur les choses et sur notre état d'esprit profond. Et j'aime beaucoup aborder cette symbolique de la manière dont je vais te l'exprimer dans une minute, parce que je la trouve tout à fait dispositrice d'un potentiel d'exercice de pouvoir personnel par le changement de regard. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Autour de la fin d'Imbolc, qu'est-ce que l'on a? Alors déjà, on a un premier tempo qui est très important. C'est un tempo de 40 jours, qui est un tempo... Alors, je vais t'expliquer pourquoi Imbolc vient souligner un tempo de 40 jours. 40 jours, ça correspond à un cycle solilunaire très particulier que l'on appelle un cycle visible de la Lune. C'est un cycle qui ne démarre pas précisément à une nouvelle lune, mais qui démarre à partir du moment où la lumière commence à frapper de nouveau la lune. Donc à partir du moment où il y a le premier petit point de lumière visible après la nouvelle lune. Et ce cycle se termine non pas à la suivante nouvelle lune, mais se termine à la deuxième pleine lune à venir, donc 40 jours. Un cycle très précis de 40 jours. Qu'est-ce qui est compris dans ce cycle de 40 jours dans l'histoire culturelle qui vient imprégner la dimension de ce temps que nous vivons là? C'est à travers la fête d'Imbolc et la fête de la Chandeleur, dans l'hémisphère nord, les 40 jours après, globalement, le solstice d'hiver. Alors on n'est pas forcément en nouvelle lune au solstice d'hiver, mais on fait référence à un cycle lunaire quand on parle du cycle de 40 jours. Et on est comme au moment de cette fête d'Imbolc,
comme la révélation, la confirmation que la lumière a commencé à se relever, que le soleil recommence à être présent. Alors pas forcément soleil sous forme de soleil météo, mais soleil sous forme de jour, que les jours rallongent, que la clarté gagne vraiment de jour en jour sur la nuit. Le temps d'obscurité recule. Alors, au moment de l'épiphanie, on a déjà un bref sursaut et on considère que l'épiphanie, ce moment du 6 janvier, autour du 6 janvier, nous permet de commencer à constater sous l'œil humain la croissance des jours. Donc, du solstice jusqu'au début janvier, on ne s'en rend pas compte. À partir du 6 janvier, on commence à s'en rendre compte. Et à partir d'Imbolc, donc à peu près un mois plus tard, on a la révélation, l'apparition. Donc, du coup, on symbolise ça avec les crêpes, qui représentent comme un soleil dans le fond de notre poêle à crêpes. Nous avons du coup comme la révélation, la manifestation tangible de ce soleil-là, c'est confirmé, on a comme un cran de sécurisation qui est arrivé sur, effectivement, on peut le dire, c'est sûr et certain maintenant, même le moins sensible d'entre nous s'en est rendu compte, les jours rallongent. Alors ça, c'est extraordinaire. Et dans le même temps, donc que la clarté gagne sur l'obscurité, nous avons tout un chapelet de traditions et d'échos de cette fête d'Imbolc qui résonne autour de l'agneau. Alors, ça va très loin. Alors, l'agneau, évidemment, c'est un animal qui est hyper représenté dans tout le courant catholique, mais pas que. En islam aussi, beaucoup. Il y a beaucoup de thématiques avec l'agneau dans toutes les religions monothéistes. Et Imbolc, c'est aussi le moment où les agneaux naissent. On est sur le temps, là, février, c'est le temps de naissance des agneaux dans la campagne. C'est la saison de l'agnelage. Et c'est un temps qui est très important. Dans la Bible, comment on retrouve ce temps? Alors, le temps des 40 jours... c'est tous les temps de retraite dans le désert qu'on retrouve pour tous les héros des récits des anciens sont en référence à ce cycle-là dont je te parle. Plus proche de nous, quand tu regardes le calendrier, tu as les notions de présentation qui se font et présentation de Jésus au temple. Alors effectivement, ancestralement, Noël était positionné sur le solstice d'hiver, donc on avait les résonances météo des annonces, des écrits, et qui se faisaient sous l'observation de l'homme, donc ça influe et ça rythme en fait des millénaires de vie à un certain moment, tout ce qui se passe sur le plan culturel et religieux. Et la coutume, la tradition veut que après une naissance, la mère et l'enfant restent à la maison, au foyer, pendant 40 jours. Donc pendant 40 jours, la femme ne peut pas se rendre au temple, elle ne peut pas travailler, et pendant 40 jours, l'enfant ne quitte pas l'espace de la maison. Donc il y a ce temps de 40 jours qui est imposé dans les rites et dans les cycles, dans les temps anciens. Et au bout de 40 jours, eh bien, alors, dans un français un peu plus récent, mais néanmoins très, très désuet, on appelait ça aussi les relevailles pour la femme. C'est le moment où la femme commence à se relever. Donc ça dit ce que ça dit, sur la condition et les risques liés à l'enfantement et à la maternité dans des temps qui étaient moins sécurisés qu'aujourd'hui sur le plan de la santé. Parce que très clairement, bien, pendant les 40 jours qui suivent, on a quand même aussi une observation assez statistique que la vie de personne n'est stable selon les conditions de l'accouchement
Jusqu'à 40 jours, on est vraiment sûr de rien. On est un petit peu plus sûr après, mais bon, voilà. C'est un sas, on va dire c'est un sas. Ces 40 jours-là, ils ont des fins aussi qui sont des fins civiques dans les temps antiques, parce que il est donné comme un temps de 40 jours à la mère et au père, désignés et représentés par la mère. Hein. C'est la mère qui désigne qui est le père. Hein. C'est comme ça, l'enfant sait qui est sa mère, et l'enfant reconnaît son père parce que sa mère lui présente. Énergétiquement, c'est comme ça que ça se passe. C'est la mère qui fait le lien entre le père et l'enfant, le lien de la connaissance. La mère présente l'enfant au père de l'enfant. C'est la dynamique énergétique de contact, de création de la relation père-enfant se fait sous l'égide de la mère. Une mère qui est quand même vraiment dans une dynamique de toute puissance, hein, dans toutes ces méthodologies, entre guillemets, anciennes. C'est bien de tomber sur des bonnes mamans. On peut clairement le dire aussi. Et ces 40 jours-là permettaient aussi à chacun de s'attribuer finalement les rôles et de se porter en cohérence des rôles. Ce qui fait qu'on considérait la première sortie officielle de la mère et de l'enfant pour se rendre au temple 40 jours après la naissance comme une reconnaissance induite, officielle, de l'enfant existant dans la société et ayant pour parents ceux qui l'accompagnent. Donc on est presque sur un marqueur aussi de constitution d'une forme d'état civil à terme de ces 40 jours. Donc c'est très très fort sur le plan de la matérialisation et c'est certainement pas un hasard que le calendrier recoupe cette dimension de l'agnelage, de la saison de l'agnelage, avec la dimension de la présentation de Jésus au temple, qui est ni plus ni moins que la présentation de l'agneau qui sera sacrifié ensuite, évidemment X années plus tard, mais dans un temps qu'on va qualifier présentement de liturgique, toutes les années sont regroupées en une année, qui va symboliser plus tard la crucifixion, le sacrifice, et tout ce que l'on donne après de thématique de l'agneau autour des Pâques, quelles qu'elles soient, qui sont que l'agneau est sacrifié pour finalement porter une partie des péchés du monde, si ce n'est tous les péchés du monde. Donc c'est la grande idée de l'agneau comme animal sacrifié de manière à venir expurger les péchés moraux, identitaires de l'ensemble d'un peuple, d'une communauté, de croyants, de religieux qui interviendraient comme ça. Symbolique de l'innocence, hein, la blancheur de l'agneau, l'absolue absence de quelques moyens de défense que ce soit de l'agneau, avec vraiment, un agneau ne mord pas, ça ne sait que faire, il y a vraiment, c'est vraiment une proie facile par définition, cette innocence symbolisée. Alors c'est toujours quelque chose de très cruel dans ce que l'on ressent quand on commence à évoquer l'image de douceur et de pureté, d'innocence représentée par l'agneau, et cette violence sacrificielle de l'innocence, justement, faite par l'homme qui a besoin d'aller, entre guillemets, se défouler sur une pauvre bête pour se sentir le cœur plus léger. Bon, on a cette potentielle lecture-là qui n'est pas très glamour et pas très porteuse de hautes énergies. Mais il y a une autre façon de lire la dynamique sacrificielle, entre guillemets, de l'innocence de l'agneau. C'est que si on se réfère à l'étymologie ancienne
et à ce que signifie être innocent dans les temps les plus anciens. Être innocent, c'est ne pas savoir. Et être innocent, au-delà de ça, c'est ne pas connaître. Et connaître, en décryptage de langage des oiseaux, c'est naître avec. Donc c'est avancer avec, naître avec, s'élever avec, s'incarner avec. Donc on a bien toute cette idée là de l'innocence et la naissance qui viennent se mêler l'une l'autre. L'innocent, c'est celui qui ne sait pas et qui ne connaît pas, donc c'est celui qui n'a pas d'expérience. C'est ce qui lui confère une forme de pureté. Nous, ce que l'on vit dans notre développement d'individuation, c'est qu'on a un temps plus ou moins long de l'enfance qui est un temps d'innocence où on ne connaît pas et où on ne sait pas. Et dans nos expériences de vie, eh bien, nous finissons par acquérir savoir et connaissance et à nous détacher de l'innocence. Plus nous savons, plus nous sommes en responsabilité, quelque part, de nos savoirs. Et cette responsabilité, elle a une manière de se vivre qui est plus ou moins légère, plus ou moins harmonieuse, plus ou moins agréable à être ressentie. Et cette symbolique du sacrifice de l'agneau, plus on va la voir d'une manière de déchirer comme ça, comme un voile de l'innocence en nous, comme une forme de croissance forcée, comme une modalité dans nos souvenirs, dans nos écritures de vie, où à un moment donné, on a été privé de notre innocence, nous avons fait l'expérience de ressentir le sacrifice de l'agneau. Mais en fait, il n'y a pas de croissance sans une part de sacrifice de l'innocence. Parce qu'il n'y a pas de croissance sans augmenter une part de son savoir et de sa connaissance. Sinon, on ne parle que de croissance superficielle, finalement. On parle de croissance non émotionnelle. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver dans des espaces de vie où on se retrouve avec des gros potentiels intellectuels, des gros potentiels matériels, et en revanche, une forme de difficulté et d'insatisfaction sur le plan spirituel. L'impression de ne pas trouver sa voie non plus. Parce qu'on n'est pas dans la dynamique de comprendre que les parts qui sont parfois encore à vif, blessées de considération, de sacrifice, sont ici au service de notre croissance. Et derrière tout ce truc, du coup un peu dark side, de la violence, du côté sanguinaire de l'homme, qui assassine l'agneau innocent, il y a cette capacité de voir en nous un réel potentiel de croissance avec un renoncement sain à une part d'innocence qui n'est pas à notre service, qui n'est plus à notre service. Les phrases du type, dans nos situations privées et personnelles par exemple, « Ah mais je préfère ne pas savoir ». Évidemment, prenant en considération et sous un certain angle les aspects de notre santé émotionnelle. Il y a des moments où les confrontations à certaines connaissances, à certains savoirs, ne vont pas être OK. Et il va peut-être falloir y accéder et les aborder dans un tempo qui soit juste et cohérent par rapport à nos potentiels du moment. Mais si on se retrouve dans ces schémas parfois un petit peu d'autruche, mettre la tête sous le sable, parce qu'on pense que du coup il ne se passe rien et qu'on ne nous voit pas, et caché, et tout va bien, et je vais passer gentiment sous le tapis comme ça. Et puis personne ne va se rendre compte de rien et ça va marcher. Évidemment, on a tous envie un jour ou l'autre que les choses se passent comme ça, de mettre un peu une forme de cape d'invisibilité et de slalomer entre les gouttes et les épreuves de la vie,
mais c'est pas tout à fait le jeu de la vie, c'est pas tout à fait l'idée. Et plus on va se mettre dans des processus défensifs par rapport justement à cette connaissance, à comprendre, à apprendre, plus on se responsabilise dans nos prises de décision et dans nos choix de vie, mais en plus, on se donne d'autres potentiels d'expérience et de croissance. Il est évident qu'il y a certaines connaissances privées ou publiques, d'ailleurs, peu importe, mais il y a des avant et des après. Il y a avant de savoir les choses et il y a après de savoir les choses. Il y a avant de comprendre le monde des adultes et après avoir compris le monde des adultes. Et est-ce que c'est pour ça qu'on n'est plus en contact avec notre enfant intérieur ? Est-ce que c'est peut-être cette notion de sacrifice finalement auquel on est tous confrontés quand on a quelques voiles d'illusions qui sont bien propres et bien utiles à l'enfance, qui viennent se déchirer devant nous? On vit tous peut-être cette dégringolade à un moment donné, d'avoir l'impression d'avoir une innocence sacrifiée. Comment est-on capable de construire une résilience derrière ça? Comment est-on capable de comprendre que le sacrifice de l'agneau, cette expiation un peu violente du péché du monde sur le poids d'un animal fragile et pur et innocent, fonctionne. Ça fait partie des actes psychomagiques que les êtres humains renouvellent depuis la nuit des temps et à partir du moment où on est toujours sur le fil du sens, de pourquoi certaines choses se réalisent, eh bien ça fonctionne. Et pourquoi on les fait surtout? Pourquoi on les fait? De rester en contact avec ça. Bon, évidemment, on n'est pas obligé de tout mettre en règle pour le symboliser, de suivre à la trace les modus operandi qui nous semblent aujourd'hui brutaux et non compatibles avec nos modalités de vie et d'éthique et de valeurs. Mais l'idée, c'est celle-ci. Il est où l'agneau en nous, en fait? Elle est où cette part innocente qu'on pleure de devoir sacrifier oui, elle est où cette part-là? C'est cette confusion entre innocence et le côté enfantin de l'innocence et le côté innocent non responsable. À partir du moment où on n'est plus dans l'âge de l'innocence, entre guillemets, c'est qu'on est dans l'âge de la responsabilité. Et c'est nos connaissances qui vont nous permettre, et nos savoirs, et quand je parle de connaissances et de savoirs, je parle non seulement de choses qui sont du domaine de l'instruction et de l'éducation, mais je parle aussi et avant tout le savoir et la connaissance que l'on peut développer sur soi, de se connaître soi, de savoir comment se gérer soi. De temps en temps, de temps en temps, non pas de temps en temps, à chaque fois, dans les séances de coaching ou de travail sur les dynamiques émotionnelles, j'évoque avec les clients que j'ai en face de moi les dynamiques réflexes par rapport au stress intense. Savoir comment on a tendance à réagir. Quels sont nos facteurs déclenchants? Je donne un exemple presque anecdotique. Certains vont maigrir, vont perdre du poids quasiment d'un coup. D'autres vont au contraire gonfler. Et on va avoir des modalités comme ça de réactions différentes. Certains vont s'isoler, d'autres vont au contraire multiplier leur réaction sociale. Quelle connaissance sacrée que de comprendre comment on réagit et de comprendre pourquoi on réagit comme ça et qu'est-ce qu'on vient mettre en évidence de nos besoins émotionnels pour faire face à ces situations-là qui sont des situations de vie somme toute classiques et qui viennent nous construire, qui viennent tout simplement nous construire aussi à chaque fois. Voilà jusqu'où ça m'a mené Imbolc, avec cette dimension du coup solaire très forte, cette mise en lumière, cette mise en conscience.
On passe finalement de l'innocence à la prise de conscience à travers la connaissance et les savoirs, sur un éclairage profond, la possibilité d'aller disposer de davantage de libre arbitre, davantage de discernement. Et je trouve ça juste magnifique, cette lumière qui monte de plus en plus et qui nous permet de comprendre un petit peu plus loin. Plus que jamais en ce moment, la qualité de notre connexion à nous-mêmes, la qualité de notre espace de réception de nous-mêmes. Est-ce que je m'entends bien moi-même? Comment je vais? Comment je me sens? Comment je grandis? Quel est mon rêve là? Est-ce que je suis toujours en contact avec? Plus que jamais, toutes ces questions-là sont essentielles et je ne saurais que trop te conseiller, sans te mettre de pression, en respectant tes temps, tes doutes et tes conforts comme tes inconforts, d'imaginer le plus loin possible tout ce que tu es capable de faire, tout ce que tu es capable de créer. Je t'embrasse bien fort.